Babel avec Gabriel de Sarzan. En cette période de l'Avent, vous avez sans doute reçu et peut-être même répondu à des appels de dons provenant d'œuvres d'entraide. Des œuvres souvent chrétiennes ou liées à la société civile, mais on le sait moins, des associations musulmanes d'action sociale existent aussi. Nous nous y intéressons ce matin dans Babel. Bienvenue à vous. Nous plongeons donc dans les projets d'engagement caritatif au nom de la foi islamique et c'est avec vous Mathias Wirtz. Bonjour. Bonjour Gabriel. Oui, des initiatives récentes ont émergé en Europe il y a une vingtaine d'années. Elles peuvent souvent servir de pont entre les communautés musulmanes et la société plus large. C'est ce que montre mon invité sur la base de la recherche qu'il a menée en Suisse, en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Alors, qui est votre invité, Mathias ? Il s'appelle Baptiste Brodard. C'est un jeune sociologue et islamologue fribourgeois, mais avec lui on est loin du cliché du chercheur académique dans sa tour d'ivoire. Il a commencé sa carrière les mains dans le cambouis, on peut dire, en tant que travailleur social dans le milieu carcéral et dans les cités de la banlieue parisienne, et c'est là qu'il s'est aussi converti à l'islam. Deux éléments qui l'ont poussé à s'intéresser tout naturellement à l'action sociale justement des musulmans. Une action qu'on retrouve donc aussi en Suisse. Absolument, en Suisse romande, on peut citer par exemple le service d'aide sociale islamique à Genève qui s'engage depuis 2014 en faveur des personnes précarisées par la distribution de repas notamment. Ou bien alors à Bienne, il y a aussi l'association Tassamour, née en 2016. Son action veut prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Des formes d'engagement très différentes, Mathias, mais qu'on soupçonne parfois aussi de servir d'outils de propagande. Oui, on y viendra plus tard. Mais pour commencer, j'ai demandé à Baptiste Brodard de définir ce qu'est réellement l'action sociale musulmane. Le terme action sociale musulmane ne va pas de soi en français. C'est un concept que je propose en tant que chercheur dans l'ouvrage et qui peut porter à confusion parce que c'est pas forcément une catégorie qui est prise sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. Par contre, on peut parler très simplement, intuitivement, d'un engagement de collectifs musulmans dans l'associatif, dans le caritatif ou dans l'action sociale. À partir de là, je propose le terme action sociale musulmane qui fait à la fois référence à une action sociale confessionnelle, comme on peut parler d'action sociale chrétienne, donc au nom de l'islam, mais aussi une action sociale communautaire ou identitaire. Et ici, on voit qu'il y a deux entendements différents sur ces questions. Parce que d'un côté, est-ce qu'on parle d'une action sociale qui serait motivée mais aussi cadrée par l'islam en tant que référent normatif, ou est-ce qu'on parle simplement de l'action sociale de personnes qui se revendiquent musulmanes pour des raisons identitaires, culturelles, mais aussi de foi. Donc on est quand même dans deux phénomènes parallèles, parce que parfois ou souvent on voit aussi que l'étiquette que les acteurs se donnent dépend beaucoup de stratégies, pas seulement de fondements idéologiques ou pas seulement de convictions propres, mais de positionnement politique, public, stratégique, qui fait que parfois on a intérêt à mettre l'étiquette musulmane en avant, parfois on a intérêt à la nier pour se présenter comme une organisation de la société civile en général. Donc c'est vrai que le terme est un peu une manière de mettre des mots sur un phénomène qui existe, certes, et qui s'est développé au cours des 20 dernières années en Europe de l'Ouest, mais qui n'est pas forcément intitulé ou repris tel quel par les acteurs. Cette action sociale musulmane, quels engagements est-ce qu'elle recouvre concrètement ? Alors, on a une large facette d'engagement dans le domaine caritatif qui reprend pour l'essentiel ce qu'on trouve dans d'autres types de travail social étatique ou d'action sociale chrétienne ou laïque, qui passe surtout par une réponse à des besoins urgents en termes de lutte contre la précarité, en termes de lutte contre l'exclusion, en termes d'aide aux personnes les plus démunies. Pour cela, on peut citer notamment le cas de maraudes, donc des maraudes sociales qui sont des tournées en soirée, par exemple, à la rencontre de sans-abri ou de personnes précaires, dans le but de leur donner un sandwich, un repas chaud, un café, ou simplement d'établir un contact humain. C'est un premier pôle qui se retrouve dans beaucoup de cas d'associations en France, en Suisse également, en Grande-Bretagne et ailleurs. Mais on a aussi d'autres types d'engagement social qui passent par du soutien scolaire à des enfants ou des adolescents défavorisés, à la lutte contre la délinquance dans des quartiers populaires assez sensibles, à la prévention de l'extrémisme violent en lien avec l'islam,
l'islam et à toute une série d'offres qui répondent à des situations locales liées à l'exclusion au sens large ou à la prévention de troubles sociaux. Donc ça peut même passer, comme on l'a vu dans un cas à Lausanne, par des campagnes de prévention du suicide ou de la médiation familiale ou tout projet qui pourrait aider des personnes dans le besoin. Donc c'est vraiment un terme, un concept de valise quand même qui regroupe une intentionnalité plutôt qu'une palette clairement définie. Mais après, dans l'ouvrage, sur la base d'études de cas concrètes, on voit que beaucoup d'actions se répètent au-delà des frontières nationales et on a un grand pôle qui est orienté vers la lutte contre la pauvreté, donc une action sociale, on peut dire d'urgence, où il s'agit de donner des colis alimentaires à des familles défavorisées et surtout d'entreprendre des maraudes à la rencontre des personnes précaires dans les grandes villes. Vous l'avez dit, ça fait une vingtaine d'années, depuis le début des années 2000, que cette action sociale a commencé en Europe occidentale. Aux États-Unis, elle s'est développée bien avant, puisqu'il y avait des exemples avant même la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne aussi a été précoce dans ce domaine-là. Ce développement au début des années 2000, c'est lié à une prise de conscience particulière du monde musulman pour justement la question sociale qui auparavant était moins présente peut-être dans les préoccupations, ou c'est une question d'intégration? Qu'est-ce que c'est qui a fait ce déclic il y a 20 ans? Alors on voit effectivement qu'il y a de grandes différences par rapport aux contextes nationaux, mais c'est extrêmement difficile de se prononcer de manière assurée et avec beaucoup de confiance sur les réelles causes, parce que quand on assiste à un phénomène social, on peut certes interviewer les personnes auteurs de ces initiatives, mais on reste prisonnier des interprétations des propres personnes qui, pour ma part, dans les cas que j'ai rencontrés en France, mais même en Angleterre et en Suisse, m'ont affirmé avoir voulu d'elles-mêmes mettre en pratique, mettre en œuvre finalement les enseignements de l'islam de leur vie. Et souvent, ce sont des personnes qui étaient exposées à une pauvreté, notamment en banlieue parisienne, dans leur quartier. Elles voyaient des personnes précaires, des sans-abri, de la délinquance et d'autres fléaux sociaux qui les ont poussées à se dire que, en tant que musulmans, il incombe de répondre à ces situations parce que notre foi nous demande d'agir au profit de la société. Et ce sont des initiatives individuelles, parfois donc de 2 ou 3 personnes, parfois d'une seule personne, qui a lancé un projet et qui ensuite a perduré, s'est renforcé et a fini par devenir un réel phénomène. Et je dirais même pas qu'il s'agit de facteurs purement socio-culturels qui ont fomenté cet activisme social au nom de l'islam, mais beaucoup plus des initiatives assez isolées qui, en réussissant à se visibiliser et à s'affirmer dans la société, en ont inspiré d'autres jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'agréé ou de reconnu comme normal. Donc là, on parle vraiment des années 2008-2009. Le cas parisien est très intéressant parce que si on prend l'année 2008-2009, lorsqu'on voit ces premières initiatives sociales ou caritatives au nom de l'islam se développer, on avait 2, 3, 4 associations engagées dans les maraudes. 3 ou 4 ans plus tard, on peut en parler d'une centaine. Donc il y a vraiment eu un effet d'imitation qui a fini, quelques années plus tard, par normaliser que les musulmans s'engagent dans des maraudes à destination de sans-abri. Ce qui n'allait pas de soi auparavant, ce qui paraissait même bizarre dans les premières années. Quand on parle de cette action sociale musulmane, le public cible qu'elle vise, les bénéficiaires qu'elle aide, qui sont-ils? Est-ce que c'est seulement des musulmans ou c'est la société plus large? C'est vraiment une question intéressante et fondamentale parce que je dirais qu'il y a une suspicion de base qui fait que la plupart des personnes non musulmanes ou hors communauté musulmane à qui j'ai eu l'occasion d'en discuter me posaient systématiquement cette question en pensant d'emblée qu'il y avait des approches partiales, communautaires, réservées aux musulmans, voire discriminantes. Et en fait, en allant sur le terrain, on se rend très vite compte que dans la distribution alimentaire, dans les maraudes, dans les différents projets caritatifs mis en œuvre, y compris dans le soutien scolaire, il y a un principe de base d'ouverture et d'impartialité. C'est-à-dire que chaque personne dans le besoin qui vient se présenter sera reçue et traitée comme telle. C'est une constante que j'ai repérée tant au Royaume-Uni qu'en France et en Suisse. Dans ces 3 pays, j'ai remarqué que systématiquement, il n'y avait pas de discrimination
basé sur la culture ou basé sur la confession ou la religion. Par contre, dans certains cas, on voit que une majorité des bénéficiaires peut être musulmans. Dans d'autres cas, une majorité des bénéficiaires est non musulman. Cela dépend énormément du contexte et parfois de stratégies beaucoup plus complexes qui n'ont pas beaucoup à voir avec le religieux, mais plus avec des modalités de quête de dons, de positionnement politique et autres, qui ajoutent à la complexité d'avoir une réponse générale pour tous les cas. Mais dans tous les cas, on peut refuser l'idée de partialité parce qu'il y a le principe d'ouverture et de neutralité qui est au cœur des dynamiques d'action, des modes d'action de ces associations musulmanes. Quand on voit qu'il y a une majorité de musulmans ou musulmanes qui sont bénéficiaires des actions sociales musulmanes, par exemple dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis ou dans certains quartiers populaires, on voit que ça répond logiquement finalement à la composante sociale des personnes précaires ou des personnes sans abri dans ces zones. Après, on a un questionnement qui a été aussi posé à l'ONG Islamic Relief, Secours islamique, qui est pourquoi ciblez-vous ces zones plutôt que d'autres? Ici, on peut avoir un argument aussi de ciblage en fonction des besoins, en fonction du degré de pauvreté, qui fait que finalement l'argument que ce sont des musulmans qui sont ciblés en préférence par rapport aux non-musulmans ne tient pas dans les données que j'ai pu obtenir par rapport à mes observations. Pour preuve, si on va à Bradford, au nord de l'Angleterre, on a un cas inverse. On trouve une ville avec une très grande population musulmane d'origine pakistanaise ou indienne et une association qui s'appelle In Touch Foundation fait des maraudes. Dans les maraudes, on retrouve une majorité de bénéficiaires qui ne sont pas musulmans, qui sont originaires soit d'Angleterre, soit de Pologne ou de pays d'Europe de l'Est en ayant d'autres confessions. Et ici, on voit que les musulmans sont très minoritaires dans les bénéficiaires. Comment explique-t-on ceci? On explique ceci par le fait que le ciblage ne dépend pas de la confession des personnes, mais dépend soit de l'origine géographique des acteurs de ces projets, soit simplement de la composante humaine des personnes précaires qu'on retrouve dans certains quartiers. Baptiste Brodard, cette action sociale musulmane que vous avez étudiée, sur quoi est-ce qu'elle repose d'un point de vue des fondements entre guillemets théoriques? Est-ce qu'il y a des bases dans la foi islamique qui poussent à cette action? On peut répondre à la question de manière assez paradoxale. Dans un premier temps, on dirait que certes, l'action sociale musulmane est un prolongement de la pratique de l'islam chez les musulmans. Parce que l'islam, de manière consensuelle, au sein du Coran ou de la tradition prophétique et ensuite de la tradition musulmane qui a été développée au cours des siècles suivants, a toujours eu comme valeur première la solidarité et la bienfaisance et l'aide aux personnes en difficulté, notamment les pauvres, notamment le fait de nourrir les personnes en situation difficile. Sur cette base intériorisée par chaque musulman de devoir de solidarité et de bienfaisance, on voit que l'action sociale musulmane n'est finalement qu'une réponse organisée, associative, à ces injonctions de la foi. Donc ici, très clairement, il y a un lien entre la tradition religieuse et le devoir de bienfaisance à l'égard des musulmans, mais aussi des non-musulmans. Sinon, paradoxalement, on voit que dans les pratiques d'action sociale musulmane concrètes, les associations qu'on retrouve en Europe, la référence islamique reste de manière très abstraite. Elle reste à un niveau finalement diffus, un niveau du non-dit, un niveau de l'évidence. Par contre, on retrouve très peu de discours normatifs précis qui viendraient conditionner les pratiques sociales. Pour cette raison, on voit que finalement les associations musulmanes font la même chose que leurs homologues chrétiens ou leurs homologues laïcs. Finalement, c'est une réplication de forme d'action caritative qui a été développée ailleurs en Europe et on fait à peu près la même chose que Caritas, que l'Armée du Salut ou que la paroisse du quartier. Et ici, c'est très important de signaler parce qu'autant l'islam sert d'un référent global qui pousse à la bienfaisance, autant ces structures n'ont pas développé une réelle réflexion sur la normativité religieuse. Quand on parle aux acteurs musulmans, on a beaucoup plus l'impression que leur base, leur motivation est certes religieuse, mais n'est pas liée à des discours savants de l'islam, mais simplement à une sorte de foi intériorisée qui va de soi.
D'ailleurs, dans l'islam, l'aumône est un des 5 piliers qui fait partie justement des essentiels de cette religion. Effectivement, l'aumône dite obligatoire pour le croyant, qu'on appelle zakatul mal ou zakat, est le 3e pilier de l'islam et elle représente le fait de donner 2,5% de ses avoirs, de ses économies à des personnes défavorisées. C'est un incitateur de la bienfaisance de l'action sociale qui n'est pas le seul, parce qu'au-delà de cette aumône obligatoire, il y a une incitation à dépenser pour le bien de tous. On retrouve en Suisse d'ailleurs une nouvelle fondation pour la zakat qui a la charge de collecter cette zakat aux musulmans qui veulent bien la donner, parce que bien sûr il s'agit d'un choix individuel, et qui la redistribue ensuite à l'échelle suisse, à l'échelle nationale. Parce que auparavant, la zakat partait essentiellement vers les pays plus pauvres à l'étranger, mais on a aussi un changement de cas de figure où certains avis religieux pensent que la zakat devrait aussi permettre une solidarité locale, donc à l'échelle nationale. Donc c'est effectivement des projets qui existent en Suisse et ailleurs en Europe. Comment est-ce que ces associations se financent? C'est essentiellement l'aumône qui est faite le vendredi dans les mosquées, ou il y a d'autres moyens pour recueillir des fonds pour justement faire vivre ces actions sociales et les entretenir? Alors, on a des cas très différents en fonction des villes, des cantons, mais surtout des pays. Donc, en parlant du contexte de l'Europe de l'Ouest, on n'arrive pas à une réponse pour tous les cas. Au contraire, on voit une très grande différence, par exemple, entre la Suisse et la France. Pour parler du plus simple, en France, la très grande majorité des associations ont l'essentiel de leurs fonds basés sur des donations privées, de la part, presque exclusivement, mais pas seulement, mais de la part de personnes musulmanes qui, en ligne ou directement physiquement, leur font part de dons. Ça peut être des simples croyants qui adhèrent aux valeurs des associations, mais ça peut être aussi des commerçants qui donnent une partie de leurs recettes ou qui donnent une partie de leurs denrées alimentaires pour ces projets. Par contre, en Suisse, on est dans une optique très différente où on voit qu'il y a une très forte attente de ces structures d'action sociale musulmane, qui sont pas très nombreuses encore en Suisse, une très forte attente pour des fonds publics, pour des subventions publiques extérieures, comme si ça allait de soi. Pourquoi je parle d'attente? Parce que parfois ça n'a pas été conclu par des réelles subventions de la part d'autorités, mais en tout cas il y a toujours eu des demandes formelles adressées à des institutions cantonales, communales même, voire fédérales. Dans le cas de l'association Tassamouh Habienne, ça aboutit assez facilement à des subventions intéressantes. Dans le cas du SASI, à Genève, le service d'aide sociale islamique, on peut parler d'un partenariat très important avec l'association Partage, qui est une organisation de la société civile, mais aussi quelques dynamiques de partenariat avec le réseau local genevois, y compris avec la ville, mais pour des questions de laïcité, on voit qu'il y a parfois plus de peine à obtenir certaines subventions. Par contre, l'attente est toujours là, et le reste est comblé par certains dons de personnes musulmanes, donc on est dans un financement un peu plus mixte. Pour le canton de Vaud également, il y a eu des structures proches du complexe culturel musulman de Lausanne, du CCML, et de l'UVAM, l'organisation fêtière, qui a adressé des demandes de financement au bureau d'intégration des étrangers. Il y a aussi cette forme de dossier qui est lié à des projets très particuliers, par exemple un atelier pour les femmes migrantes ou des projets spontanés qui passent par des demandes de financement public, ou parfois les financements peuvent être adressés à des églises ou des partenaires comme des fondations privées. On a beaucoup moins en pourcentage de donations qui viennent de l'intérieur de la communauté musulmane. Cette action sociale musulmane, elle souffre d'une certaine suspicion parfois. On croit y déceler un agenda caché. Ces actions sociales serviraient d'outils de propagande, voire d'influence islamique, voire islamiste. On a entendu beaucoup ces propos au cours des 3 ou 4 dernières années, notamment dans le contexte français. Ce sont des propos qui ont été mis en avant par certains chercheurs, surtout politologues en France,
est repris par des politiciens, y compris certaines allusions du président Macron lors d'un discours sur le séparatisme. On sentait que ce type d'action sociale teintée de religion, d'aspect communautaire était ciblé. Et effectivement, quand on regarde les propos des chercheurs sur la question, on voit qu'il y a une grande confusion entre différents registres. Souvent, ce qui a été fait au Liban par le Hezbollah à une certaine époque ou en Égypte par les frères musulmans est repris tel quel par ces analystes et servirait de grille de lecture pour expliquer des dynamiques sociales musulmanes en Europe ou en France. En réalité, on voit que c'est un cas de figure complètement différent. Comment on peut les réfuter assez rapidement et facilement, ces arguments ? Tout d'abord, on constate que la grande majorité de l'action sociale musulmane aujourd'hui est le fruit d'initiatives personnelles, d'initiatives autonomes et indépendantes qui ne sont pas du tout fédérées ni soumises à des influences étrangères, mais qui sont au contraire le résultat du projet de quelques musulmans habitant à Paris, à Genève ou à Londres, qui se sont organisés simplement pour répondre à des situations sociales problématiques au nom de leur foi. Ici, on ne peut pas leur attribuer un agenda caché pour la simple raison qu'elles sont indépendantes et autonomes et qu'elles ne sont pas connectées aux grands mouvements islamiques comme les frères musulmans ou le salafisme ou le Jamaat Tabligh, mais au contraire, elles sont le fruit d'initiatives purement autonomes. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de rapport entre ces dynamiques locales et des pseudo-agendas cachés au niveau national ou internationaux fait que, rapidement, sur la base d'éléments empiriques et de preuves sociologiques, ces allégations ne sont pas très sérieuses, finalement. Vous avez parlé de la France, mais on peut aussi citer le cas de Genève, où le service d'aide sociale islamique, on a aussi pointé sa proximité avec la mosquée des Eaux Vives, voire avec les frères musulmans. Tout à fait. La problématique s'étend également en Suisse avec le cas du SASI et de la mosquée des Eaux Vives. Ici, encore une fois, il faut revenir sur l'historique général de ces structures. Le SASI a été constitué en association indépendante en 2014 avec des statuts propres qui expliquent son autonomie et qui revendique une indépendance vis-à-vis des mosquées. D'ailleurs, son fondateur et son directeur insiste énormément sur le fait qu'il n'y ait pas de lien entre sa structure et les frères musulmans, y compris dans la lecture religieuse ou théologique qui en est faite. Par contre, il existe certes des liens avec la mosquée des Eaux Vives, parce que parfois les locaux sont occupés par l'association, parce qu'il y a des liens interpersonnels entre des personnes travaillant des deux côtés, et cela a donné lieu à quelques suspicions. On retrouve des scénarios très proches en France finalement, où les liens faits avec certaines mosquées conduisent à des liens faits avec des organisations fêtières et finalement avec les frères musulmans. On pêche par excès en proposant des raccourcis qui rapprochent des domaines très différents, c'est-à-dire d'un côté un agenda supposé frères musulmans, alors que les frères musulmans dans les pays arabo-musulmans procèdent différemment que les organisations qui sont liées idéologiquement en Europe. Déjà, on est sur deux terrains différents. Mais en plus de cela, les organisations proches des frères musulmans en Europe n'ont pas de prise sur les initiatives individuelles d'acteurs musulmans ou sur les associations créées par quelques croyants locaux qui sont enclins à défendre leur indépendance. Et ici, parfois, il y a quelques tensions parce qu'il existe le cas d'organisations fêtières musulmanes qui aimeraient bien récupérer à leur nom des initiatives de terrain d'action sociale, mais en général, c'est refusé par les acteurs qui veulent rester libres finalement et agir comme ils le souhaitent sans passer par un ancrage organisationnel important. On entend bien votre défense de cette action sociale musulmane, de son indépendance, finalement, de sa déconnexion avec les grands réseaux internationaux musulmans ou les grandes associations internationales. À l'inverse, il pourrait y avoir un autre soupçon qui pèse sur ces engagements. Ça pourrait être une manière pour les communautés musulmanes, finalement, de se laver, qu'est-ce qu'il faut dire, du soupçon de favoriser le communautarisme, justement, en se mélangeant à d'autres, un petit peu pour faire bonne figure dans la société. C'est aussi un argument qui est utilisé pour discréditer ce type d'engagement social. Certains parlent d'un concept qu'on n'entendait jamais au sein des communautés musulmanes, qui est le concept de taqiyya,
qui veut dire de ne pas révéler ses réelles intentions. Mais ici, le problème de telles croyances déconnectées d'éléments indicateurs renvoie à des logiques complotistes qu'on voit à beaucoup d'autres niveaux de la société. Et en imaginant un complot sans aucune preuve, on peut partir très loin en supposant que ce que dit un responsable d'association n'est pas ce qu'il pense réellement. Par contre, en allant sur le terrain, on voit qu'il n'en est pas du tout le cas parce que, au contraire, les milieux musulmans hostiles à la société ne s'engagent pas dans l'action sociale. En général, les milieux réfractaires au vivre ensemble, par exemple certains groupes liés à la salafia, donc le groupe salafi de la frange la plus radicale qui refuse tout engagement dans la société européenne, on la considérera comme impie, n'a aucun intérêt à s'engager dans l'action sociale et on voit sur le terrain qu'ils le font pas du tout. Parce que pour eux, l'optique est surtout de quitter les terres occidentales pour aller vivre dans un pays musulman. Dans ces cas, il n'y a pas lieu de parler d'action sociale musulmane parce qu'elle n'existe pas. Il y a certes des groupes radicaux au point de vue politique, sans parler d'extrémisme violent, mais qui ont une lecture très exclusive de la religion, qui mettrait une limite importante entre la société et leur propre communauté. Dans ces cas-là, on voit qu'il n'y a aucun projet d'action sociale ou caritatif, ni même de projet politique, parce qu'il y a un refus justement de se mêler à la société. Dans le cas des acteurs musulmans qui s'engagent dans la société, ils le font parce qu'ils ont une vision religieuse et une vision sociale complètement différente, qui passe pour eux par une citoyenneté active, qui passe pour eux par une revendication d'être des Européens comme les autres, et par le fait de croire qu'on peut être à la fois, bien sûr, musulman et européen, et que tant la religion que la citoyenneté nous poussent à agir en faveur des besoins ou des intérêts des concitoyens. Baptiste Brodard, est-ce qu'on pourrait aussi penser que cet engagement social des musulmans, c'est une manière peut-être d'accélérer ou du moins d'encourager les processus de reconnaissance publique ou étatique des associations musulmanes qui sont en cours ou dont les demandes en tout cas sont pendantes, notamment en Suisse? Effectivement, c'est aussi un investissement qui a été pensé en ce sens par certaines organisations fêtières. On peut citer l'UVAM dans le canton de Vaud. Un processus de reconnaissance est ouvert et l'action sociale engagée par certains groupes musulmans, plus ou moins liés à l'UVAM, pas toujours liés d'ailleurs, représente un argument qui pèse politiquement ou qui pèserait politiquement pour montrer que les musulmans sont des citoyens engagés. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est valorisé par les organisations musulmanes fêtières pour montrer ou faire leur preuve finalement d'avoir dans leur sein des citoyens engagés pour les affaires de la cité. Mais en même temps, on a des niveaux un peu différents. On a des motivations parfois convergentes, parfois divergentes. Parce que certains musulmans engagés à l'échelle locale le font simplement pour leur foi, au service des citoyens, au service plutôt de l'humain, parce qu'on est dans un registre même différent de l'idée de citoyenneté, où la perspective politique et stratégique n'est pas très importante ou parfois est même contradictoire avec la pureté des intentions d'agir bien. Vous l'avez dit, Baptiste Brodard, ces associations musulmanes collaborent souvent avec d'autres organismes caritatifs. Est-ce que vous diriez que cet engagement social musulman encourage, on pourrait dire, le dialogue interreligieux ? Je répondrai par la positive ici en disant qu'il y a une convergence de valeurs affichées par les collectifs musulmans désireux de s'engager socialement et par ceux d'autres religions, en particulier les églises catholiques et protestantes, qui, au-delà des différences de dogmes, ont à peu près la même vision de la responsabilité sociale des croyants dans la société, et cela facilite beaucoup d'unions, beaucoup de partenariats, puis on le constate énormément dans le cas du canton de Berne, entre Tassamouh et les églises, et dans d'autres contextes géographiques également, parce qu'il y a une convergence de valeurs sur un certain point, et une convergence d'objectifs sociaux, caritatifs, tout à fait compatibles entre chrétiens et musulmans, et entre
organisations laïques également. Baptiste Brodard, ces associations musulmanes, est-ce qu'elles constituent des voix critiques en matière, par exemple, de justice sociale, comme c'est le cas, par exemple, d'associations chrétiennes ou laïques? Alors, encore très peu. Je pense qu'il y a 2 points qui expliquent cela. Tout d'abord, on ne doit pas oublier que l'action sociale musulmane telle qu'elle est existante aujourd'hui en Suisse, en France, même en Grande-Bretagne, reste relativement jeune. En Suisse, elle est très jeune. On parle que d'une dizaine d'années de recul, qui permet pas encore à une réelle réflexion sur les enjeux et les apports de cet engagement. Mais une autre raison pour expliquer ce retard, pour moi, est liée à l'acceptation politique et l'acceptation populaire de la présence musulmane en Suisse ou ailleurs en Europe. On voit que pour beaucoup de musulmans, il s'agit encore aujourd'hui de montrer patte blanche, de faire leurs preuves et de montrer qu'elles participent à une citoyenneté positive, que les musulmans ne sont pas un danger, qu'ils contribuent positivement au bien de tous. Et quand on est dans cette attitude assez timide, assez peu encline à l'affirmation de valeurs alternatives, on a plutôt tendance à rester dans la ligne du politiquement correct et plutôt rester également dans ce qui va de soi en termes d'action, ce qui est lié à la lutte directe contre la pauvreté, au fait d'aider des personnes pauvres, au fait de soutenir des jeunes en difficulté. Ici, il n'y a pas grand risque à avoir. Par contre, si ces collectifs développent des positions réfléchies sur l'origine des inégalités ou par exemple la critique du capitalisme ou d'autres domaines politiques qui seraient peut-être mal acceptés par une partie des politiciens et par une partie de la population, elles risqueraient d'être stigmatisées encore plus qu'elles sont actuellement. Donc je pense que ici, on peut parler d'une prudence et d'une autocensure qui pousse beaucoup de ces acteurs musulmans à se contenter d'intervenir sur une base très orientée vers la résolution de problèmes symptomatiques évidents et non pas sur une réflexion peut-être plus intéressante, mais aussi plus risquée contre les causes des inégalités, contre certains dysfonctionnements institutionnels propres aux sociétés occidentales qui risqueraient de les faire passer comme des forces alternatives, voire subversives. Baptiste Brodard, vous avez analysé cette action sociale musulmane sur une bonne dizaine d'années. Est-ce que vous avez pu observer que par ricochet, cette action sociale change aussi quelque chose de la théologie musulmane, de la réflexion sur la foi musulmane, en l'ouvrant peut-être davantage au contexte actuel ? On le constate encore peu en Suisse et même en France, mais on le constate dans d'autres cas de figure, par exemple dans le contexte sud-africain, qui compte une faible minorité musulmane mais bien intégrée, et dans le contexte nord-américain, où le terrain remonte finalement à la théologie. Et c'est très intéressant ici, c'est que d'un côté, on s'attend à ce que les discours théologiques viennent conditionner la pratique du terrain, ce qui est relativement peu le cas. Mais on oublie souvent que le terrain ou l'expérience des acteurs vient nourrir la réflexion religieuse et théologique. En Afrique du Sud, on a un penseur qui s'appelle Farid Essac, qui a développé le concept de théologie musulmane de la libération, pour reprendre le concept chrétien, en montrant en quoi l'expérience concrète des acteurs, des musulmans, pas seulement de ceux engagés dans l'action sociale, vient relancer les débats sur des cas religieux, théologiques ou normatifs. On peut citer des exemples tout simples. Par exemple, le fait que la drogue soit condamnée comme illégale dans l'islam fait que, au niveau juridique, c'est pratiquement une question qui n'est pas développée parce qu'on se contente de considérer que c'est un fléau interdit à ne pas faire. Par contre, si l'acteur social en vient à côtoyer des jeunes musulmans toxicomanes, la personne va certainement développer une réflexion beaucoup plus aiguë et remonter au niveau théologique pour aller au-delà de la dichotomie entre interdit et autorisé et voir en quoi l'islam peut participer à une action bénéfique dans la prévention, par exemple, des drogues. Et on a ce mouvement qui remonte pour nourrir la réflexion théologique. Je dirais que c'est un processus qui est en cours actuellement, qui est encore très timide, mais certainement qui va se développer de plus en plus.
L'action sociale musulmane comme facteur possible d'évolution de la pensée musulmane, c'était Baptiste Brodard à votre micro, Matthias Wirtz, un sociologue dont la recherche a donné lieu à la publication d'un livre. Oui, ça s'appelle L'action sociale musulmane en Europe. Baptiste Brodard y analyse l'engagement caritatif qui s'est développé au nom de l'islam en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. C'est un livre qui est paru il y a quelques mois chez l'Harmattan. Eh bien, merci beaucoup Matthias Wirtz pour cet entretien, un entretien que vous pouvez bien sûr réécouter en tout temps sur le site rtsreligion.ch et sur l'application Play RTS à l'enseigne de Babel. Gilles Ozaman signait la réalisation de cette édition. Merci à lui et merci aussi à Daniel Zacher, notre attaché de production. Babel, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Tout de suite, c'est la symphonie fantastique avec Elsaline Huvillers qui vous attend. Très belle suite d'écoute sur Espace 2. On se retrouve quant à nous dimanche prochain. Et ce sera la veille de Noël. Avec la RTS et la chaîne du bonheur, Cœur à Cœur revient du 16 au 22 décembre dans toute la Suisse romande et à l'antenne. Cœur à Cœur, c'est le rendez-vous du cœur et de la raison pour s'unir et agir en faveur de l'éducation. À Sion et à Gruyère, à Genève comme à Montreux, à Neuchâtel, Bienne et Delémont. Retrouvons-nous pour soutenir tous les enfants et tous les jeunes. Le meilleur tremplin pour l'avenir, c'est l'éducation. Cœur à Cœur nous donne rendez-vous sur la RTS. Tous les détails sur coeurrts.ch. Vous écoutez Espace 2, la matinée se poursuit en musique.